Les services publics locaux. La notion générale de service public. La notion classique de service public peut se définir comme une activité d'intérêt général, assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitants du droit commun. Cette définition renvoie donc à 3 éléments. Un élément organique, c'est-à-dire un ensemble de moyens qu'une personne publique affecte à une tâche. Un élément matériel, des activités du type prestation, qui sont développées dans un but d'intérêt général. Enfin, un 3e élément d'ordre juridique, l'existence d'un régime de droit public. Les remises en cause par le juge administratif. L'introduction du droit privé dans les services publics. Le Conseil d'État va finalement dégager 3 critères. L'objet du service public, l'origine des ressources, les modalités de fonctionnement. La gestion des services publics par des personnes privées. Dans un premier temps, le Conseil d'État va admettre que des personnes privées puissent être investies de prérogatives de puissance publique, en l'occurrence, le droit d'expropriation. Dans ces conditions, il a pu admettre quelques années plus tard qu'une personne privée puisse, en dehors de tout contrat de concession, par la simple soumission partielle à un régime de droit public, gérer un service public. Les remises en cause par le droit européen. Le droit européen ignore la notion de service public. Il ne connaît que des services d'intérêt général, dont le noyau dur est constitué par la notion de service universel. La notion de service d'intérêt général. Pour la Commission, peuvent être considérées comme telles des activités de service, marchands ou non, considérées d'intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations de service public. Seuls les services d'intérêt général marchand ou économique sont soumis aux règles de la concurrence sans toutefois qu'elles puissent les empêcher d'accomplir leur mission. La notion de service universel. Comprise comme le noyau dur des exigences d'intérêt général, elle nécessite un service de qualité accessible à tous et par conséquent a pu être comprise comme une espèce de contenu minimum du service, ce qui n'est pas le cas. Le service universel inclurait donc un minimum de principes de gestion communs à tous les services d'intérêt général marchands ou non. Principes et notions de base sur les services publics locaux. Les services publics sont soumis à des principes dégagés par la jurisprudence et synthétisés par la doctrine sous le nom de « loi du service public ». D'autres règles plus récentes viennent les compléter. Ces services publics peuvent être répartis en 2 grandes catégories. Les services publics administratifs, les services publics industriels et commerciaux, les principes régissant les services publics. Le principe de continuité. À valeur constitutionnelle, il trouve sa source dans le caractère d'intérêt général du service public. Une telle activité nécessaire à la population ne saurait être interrompue. Ce principe fonde de nombreuses règles structurantes du droit public. Le privilège du préalable, l'inaliénabilité du domaine public, l'imprévision, etc. Il justifie que des restrictions soient apportées au droit de grève des agents publics. Le principe d'égalité. Également à valeur constitutionnelle, il est une déclinaison du principe général d'égalité des citoyens devant la loi, contenu dans les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il implique l'obligation de traiter de manière identique les personnes dans la même situation et de fonder toute différence de traitement sur des critères objectifs, précis et transparents. Il n'impose pas de traiter différemment des personnes placées dans une situation différente. Une différence de traitement pour un même service rendu entre différentes catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'elle existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure. De ce principe d'égalité découle celui de neutralité, selon lequel le service public, ses agents et ses locaux doivent être dépourvus de toute mention ou signe relatif à des convictions politiques, philosophiques ou religieuses, principe de laïcité. Les usagers, auxquels ne s'applique pas ce principe, sauf le cas particulier des élèves de l'enseignement scolaire, doivent être traités sans différence tenant à leurs convictions personnelles. Le principe d'adaptation. Il suppose que le service public doit pouvoir s'adapter à l'évolution des besoins des usagers et de l'intérêt général. Il en découle qu'il n'existe aucun droit acquis au maintien d'un service public, ni à la stabilité de ses modalités de fonctionnement ou de financement. Ce principe justifie également le pouvoir de modification unilatérale des contrats publics, ou l'absence de droit au maintien de leurs conditions de travail et de leur statut pour les agents publics. Les principes complémentaires.
Moins fondamentaux, ils sont plus récemment invoqués dans le fonctionnement des services publics. La gratuité, qui n'est pas un principe général, sauf pour certains services publics administratifs. Sur cette notion, CF ci-dessous, obligatoire, police administrative, état civil, justice, service d'incendie et de secours, etc. La transparence, qui implique pour l'administration une obligation de communication de certaines informations. La participation, qui nécessite d'associer les usagers et les citoyens aux décisions relatives aux services publics. La qualité, qui recouvre les notions d'accessibilité, de fiabilité et de clarté des services publics. On peut y rattacher la règle de clarté, de stabilité et d'intelligibilité de la règle de droit. Les différents services publics. Les services publics administratifs, SPA. Ils forment le noyau d'origine des services publics. C'est pourquoi un service public est en principe administratif, sauf s'il remplit les critères du service public industriel et commercial. Sont notamment des SPA les activités dites régaliennes. Les SPA sont régis principalement par le droit public et relèvent des tribunaux administratifs. Ils sont exclusivement ou principalement financés par l'impôt et non par des redevances perçues auprès des usagers. Ces derniers sont placés dans une situation légale et réglementaire. Les services publics industriels et commerciaux, SPIC. Ils doivent satisfaire à 3 conditions cumulatives pour être qualifiés comme tels. L'objet du service doit être constitué par une activité de production et d'échange de biens ou de services susceptible d'être exercée par une entreprise privée. Ces ressources sont perçues sur les usagers en contrepartie directe du service rendu. Son mode d'organisation, de fonctionnement et de financement doit être similaire à celui d'une entreprise privée comparable. La loi peut aussi qualifier une activité de service public industriel et commercial sans qu'il soit besoin de vérifier alors si ces conditions sont réunies. Les services publics industriels et commerciaux sont régis principalement par le droit privé, comptabilité privée, droit du travail, etc. Leur financement par l'usager implique qu'ils soient équilibrés en recettes et en dépenses sans recours à l'impôt, sauf exception prévue par la loi. Les différents modes de gestion des services publics locaux. Les services publics locaux peuvent être gérés selon plusieurs modalités, que l'on peut classer en 2 grandes catégories. Les modes intégrés de gestion, dans lesquels l'activité reste assurée par une personne publique dans le cadre du droit administratif. Les modes externalisés de gestion, dans lesquels l'activité est confiée à une personne privée. En principe, le choix du mode de gestion est libre. C'est une des composantes du principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce choix revient au conseil municipal. Cependant, cette liberté peut être limitée. La loi ou la jurisprudence peut imposer qu'une activité soit gérée directement par la collectivité compétente sans pouvoir être déléguée. Une collectivité ne peut créer un établissement public que si la loi le prévoit. Les modes intégrés de gestion des services publics locaux. La régie directe ou régie simple. C'est le mode de gestion le plus intégré. La commune gère le service public au sein de ses propres services, sous l'autorité directe de ses organes, conseil municipal et maire, par ses agents et en le finançant sur son budget principal. La régie autonome. C'est un mode de gestion qui permet d'isoler au sein des services communaux une activité particulière, en lui donnant une certaine autonomie de gestion, sans pour autant créer une personne morale distincte de la commune. Ainsi, la régie autonome est dotée d'un budget propre, mais qui est annexé au budget communal et approuvé par le conseil municipal. Elle est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et son président, ainsi qu'un directeur désigné par le conseil municipal sur proposition du maire. La régie personnalisée. Elle implique, comme son nom l'indique, la création d'une personne morale distincte de la commune, à savoir un établissement public. Elle est administrée par un conseil d'administration et son président, ainsi qu'un directeur désigné par le conseil municipal sur proposition du maire. Elle décide de son propre budget, voté par son conseil d'administration. La quasi-régie, aussi appelée sous le terme « in-house ». Elle concerne une personne morale distincte formellement de la commune, mais sur laquelle elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle. Dans ce cas, la commune pourra, par contrat, lui confier la gestion d'un service public sans obligation de mise en concurrence préalable. La coopération publique. Elle désigne le contrat par lequel plusieurs personnes publiques coopèrent pour l'organisation d'une mission de service public commune. Un tel contrat qui ne prévoit ni ne préjuge la passation de marchés éventuellement nécessaires pour la gestion du service public échappe aux règles de la commande publique.
Les modes externalisés de gestion des services publics locaux. Une commune peut décider de ne plus gérer elle-même un service public, même si elle en garde toujours le contrôle, mais de confier cette gestion à une autre personne, en général une personne privée par un contrat, sauf pour les activités non délégables. Ce contrat devra obligatoirement être précédé d'une procédure de mise en concurrence. Marché de services publics. Contrat par lequel une commune ou toute autre personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un prestataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement payée directement par la commune. Ce contrat doit être passé en respectant les règles du Code des marchés publics. Contrat de partenariat. Ce contrat est intermédiaire entre le marché public et la délégation de services publics. Par ce contrat, une collectivité territoriale confie à un tiers pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement, des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. La délégation de services publics. Cela désigne le contrat par lequel une commune ou toute autre personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service. Le contrat doit faire peser sur le co-contractant de la personne publique une part significative du risque d'exploitation. Ce contrat doit être passé en respectant les règles du Code général des collectivités territoriales. Reconnaissance d'un service public dans une activité exercée par une personne privée. Lorsqu'une personne privée exerce sous sa responsabilité et sans qu'une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l'initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d'une personne publique de la dévolution d'une mission de service public. Son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle, des financements.